sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Ça a duré l'émission. Ça m'a fait du bien. Écoutez, on est là pour se faire du bien ou du mal? Du bien. Merci, bonjour et bienvenue dans Bel et Bien ensemble. Je vous l'ai dit ici, c'est la bulle de bien-être. Là, vous pouvez vous dire, tiens, ils sont quand même un peu bruyants. Mais on va essayer de se calmer un tout petit peu quand même. Alors, pour nous aider à aller mieux, il y a Sarah Cadour, bien entendu. Bonjour. Il y a Arnaud Loquet. Il y a notre public adoré. Moi, je suis contente parce qu'en fait, on a commencé cette émission en septembre et en fait, je vois des têtes qui reviennent régulièrement. Je sais qu'il y a des têtes aussi derrière l'écran qui reviennent régulièrement, donc je vous en remercie. Petite devinette, tiens, pour trouver le thème du jour. Il nous accompagne aux toilettes, il nous rejoint dans le lit, il nous dérange à table, et je ne parle pas de votre enfant. Je suis... Arnaud. Oh là là. Mon mec. Oui, Moi, mon mec. il vient Ouais. aux toilettes. Je Un suis... chat. Bien sûr. Ça, c'est 2026, non? Voilà, c'est la bande-son de nos vies, on est d'accord. L'enfer. La preuve avec des chiffres, on passe en moyenne, écoutez bien, 4h30 par jour dessus. On le consulte toutes les 4 minutes d'éveil, mais c'est un truc de dingue. Wow. Et 80% d'entre nous y jettent un coup d'œil en se réveillant. J'en fais partie, c'est le premier truc que je fais. Sarah, c'est le premier truc que vous faites? Ah ou ben pas toujours, moi aussi. Arnaud? Ouais, je dois avouer que oui. Même vous, alors que vous êtes oui. nature peinture. Ouais, pourtant j'essaie de le jeter par moment, mais. Pourtant, il aime les escargots, les haricots et les champignons, je comprends rien. Alors forcément, ça nous cause du stress, de la fatigue, mais on s'en rend pas forcément compte. On va donc apprendre à décrocher en douceur un tout petit peu, quoi. Voici le programme de notre Digital Detox, mesdames et messieurs. À 33 ans, Elena a fait un choix, vivre sans smartphone. Mais comment est-ce qu'elle fait pour pas se perdre sans GPS? Elle demande son chemin à des passants, s'armer de l'humain dans les relations. On l'a suivie dans son quotidien très très bizarre. Le téléphone est l'ennemi public numéro 1 du couple, le chat dans la gorge aussi. Comment le mettre à bonne distance pour éviter de divorcer? Cécilia Como œuvre pour la paix des ménages. Et puis pour nous aider à retrouver une relation plus saine avec le smartphone, le docteur en psychologie Ilios Kotsou est avec nous. Ilios, vous nous venez de Bruxelles. On adore quand vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez fait dans le Thalys? Vous avez lu, vous avez travaillé, vous avez regardé votre smartphone? J'ai lu et j'ai travaillé. J'ai lu un livre de Byung-Young Chan qui s'appelle La Société de la fatigue, génial. Oui, c'est ça, c'est un peu notre thème du jour. Vous n'avez pas sorti votre téléphone une seule fois? Si. Ah voilà, quand même. Je me disais aussi, il est quand même très très bizarre. Bon, on est tous donc devenus accros, on le disait. Contrairement aux idées reçues, ça touche pas que la jeune génération, pas du tout. Est-ce qu'on peut définir le profil type d'un accro au smartphone? Oui, on peut avoir quelques éléments d'attention. La première chose, on l'a dit, c'est se réveiller le matin. La première chose, le téléphone. Se coucher, la dernière chose qu'on fait, c'est consulter le téléphone. Et la question de la perte de contrôle, on pourrait se dire, tiens, c'est la personne qui va sur le téléphone pour 2 minutes et qui se retrouve à avoir scrollé pendant 2 heures en ayant perdu la notion du temps. C'est aussi, on est sur le téléphone, on ne sait même plus pourquoi on y a été et ce qu'on y a fait. Et puis le dernier élément qui doit nous alerter, c'est le fait que ça se met entre nous et ce qui est important. On est moins attentif aux autres, on est moins attentif aux belles choses de la vie. Mais oui, c'est ça. On va essayer de se reconnecter. Mais vous allez voir, il n'y aura pas de brutalité, parce que si on regarde notre téléphone, c'est qu'on aime bien. Donc, a priori, on se dit, j'ai pas envie d'arrêter. On va vous trouver quand même des solutions alternatives. Mais ça va pas, mon petit chou? Si, ça Vous y va. arrivez. Non, mais j'ai juste trouvé, Agathe, une solution pour arrêter d'avoir le nez rivé sur mon téléphone. C'est une première solution. Ouais, je mets une mineure, ça marche très bien. Ça réduit mon temps d'écran. En plus, ça évite le tech-neck. Vous savez, c'est ce poids de 25 kilos qu'on fait peser sur nos cervicales quand on incline la tête à 60 degrés sur notre portable. Bon, après, vous me connaissez, j'ai d'autres solutions plus radicales. Je fais la police du téléphone dans la rue. Ça doit être sympa pour les marche Français. bien. Excusez-moi, attention, le téléphone, c'est pas bon pour les cervicales. Pour le coup, attention, le téléphone pour les cervicales, c'est pas bon. Bah oui, pour le coup, le téléphone, attention. Et le téléphone, on le met dans la poche. In the pocket. Ben oui, merci. La police du téléphone. Le téléphone dans la poche, monsieur, c'est pas bon pour le coup. Ah oui, bah oui.
C'est bien. Vous mettez des amendes? Toujours. Voilà, elle est blindée maintenant. Sarah, allez contrôler le public avec votre sifflet. Vous avez entendu, hein, 60 degrés, 25 kilos, on fait peser sur nos cervicales. Après, on se demande pourquoi on a mal. Alors, comme vous le voyez sur ces images, le téléphone ne s'est pas contenté d'abîmer notre nuque ou nos relations sociales. Il est même venu à bout de notre instinct de survie. C'est quand même hallucinant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est quand même une des questions qu'on se pose tous les jours. Alors, vous savez que cette émission, on la fabrique avec vous. Donc, si vous avez des questions à poser à nos experts, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux. C'est ce qu'a fait Yanis. Bonjour Yanis. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir Yanis. invité déjà. Bah, vous êtes un nouvel homme parce que vous êtes un homophobe. Un homophobe. C'est-à-dire que la perspective d'être séparé de votre téléphone, ça peut créer carrément chez vous des crises d'angoisse. Vous sortez jamais sans lui. Et c'est vrai que pour venir témoigner, il a fallu prendre sur vous parce que les téléphones sont interdits dans le public. C'est pas trop dur? Alors effectivement, vous l'avez bien résumé. Je ne lâche pas mon téléphone. Du matin jusqu'au soir, je passe à peu près 9h30 par jour sur mon téléphone à scroller ou justement à allumer et à éteindre quand vraiment il n'y a rien à faire. En fait, c'est une habitude. Je me sens nue en fait quand j'ai pas mon téléphone. Et j'ai vraiment une crise de panique quand je sors sans mon téléphone. Une fois, je ne pouvais pas avoir du forfait, donc je suis sortie sans forfait. C'était très, 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 très compliqué pour moi. C'est vrai, c'est-à-dire que c'est comme si vous perdiez votre béquille, en fait. On va dire ça comme ça, parce que on en a besoin dans la vie quotidienne, on en a besoin pour aller scroller, aller sur Internet, on a besoin du GPS. Donc en fait, on a constamment besoin de notre oui, téléphone. on va en parler justement de la façon aussi dont il crée le besoin. Donc la nomophobie, Ilios, ça veut dire que il ne peut pas vivre sans son smartphone. Pourquoi est-ce que ce petit objet justement est devenu la béquille psychologique qu'on consulte en moyenne 300 fois par jour? 300 fois par jour. Et c'est une moyenne, hein? On verra, ce n'est pas seulement une question individuelle. Mais revenons à Yanis. Ce que Yanis nous dit, j'ai l'impression, c'est mon petit anxiolytique de poche. Au fond, cette béquille, comme vous l'avez dit, cette béquille émotionnelle, elle nous permet de nous sentir rassurés. Elle nous permet de nous sentir connectés. Elle nous permet de sentir un peu les choses en contrôle. On ne va jamais manquer de ce qui est important. Mais le risque, si on délègue la sécurité émotionnelle à cet objet-là, et vous l'avez très bien dit, c'est quand il n'est plus là, on se sent nu, on se sent perdu. Exactement. Et c'est pas dire, tiens, j'ai juste oublié mon téléphone, c'est tout à coup, me voilà dans le vaste monde, perdu tout seul, sans le mode d'emploi. Et on oublie justement l'ennui. Je ne sais plus ce que c'est l'ennui de rester à rien faire, parce que quand on s'assoit, qu'on va aux toilettes, je sors toujours avec une batterie externe. Ça, c'est constamment avec moi. Et même quand je suis aux toilettes, quoi, les jeux, et ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ah ouais, C'est ça, on connaît. fou, Mais ça, quoi, c'est parce que... C'est masculin quand même, hein, si je peux me permettre. 3 heures aux toilettes, bon bah écoutez... Non, C'est une bonne pas moyenne, 3 heures. J'extrapole, je suis Ce qui est pour le marseillais. monde intéressant dans ce que dit Yanis, c'est qu'on nous a vendu le poison et l'antidote en même temps. Et donc, le téléphone, il va calmer l'anxiété qui a été créée par le téléphone lui-même. Parce qu'avant les notifications, on ne pouvait pas être anxieuse ou anxieux de rater une notification. Et au fond, c'est un peu comme si on nous avait mis dans une situation où on doit faire un régime, mais on nous met un grand gâteau devant les yeux et on n'a pas le droit de le manger. Évidemment, ce gâteau-là, il occupe toute notre attention et on ne voit plus rien d'autre. Bien sûr. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans la nomophobie comme Yanis? Déjà, le point positif, c'est que Yanis, vous avez pris conscience de votre addiction, enfin, éventuelle addiction. Effectivement. Parce que ouais. je ne sais pas si on peut parler de véritable addiction, mais... On en reparlera. Mais alors, première chose, prendre conscience, c'est une très bonne idée. Regardez le temps d'écran, par exemple. Combien de temps on passe sur le téléphone, prendre conscience de ça. Et puis, par la suite aussi, faire des petites cures. Vous savez, le seul moyen de savoir, vous n'êtes pas accro, par exemple, à l'alcool, c'est d'arrêter de boire pendant au moins quelques jours. Et là, pour le téléphone, pareil. Arrêtez pendant 24 heures et essayez d'un petit peu voir comment vous vous sentez, comment vous fonctionnez. Avec le fait d'arrêter pendant un petit moment, ce serait déjà une bonne chose. Alors, c'est facile à dire, mais de le faire, c'est 2 choses différentes parce qu'on se dit toujours... c'est comme si on est sur les réseaux, qu'on va enregistrer une recette de cuisine, on va se dire, on va la faire demain, on ne la fera jamais. Donc, c'est vrai. compliqué. Juste, Et Yanis, ce que Yanis... Pardon. Non, je voulais juste connaître le temps d'écran de Sarah d'hier, par exemple, parce que là, il est, je sais Me pas, il est faites pas 10h07, on est en Oh. direct. Ne me faites pas ça. Mais regarde, il est 10h07, là, on est en direct, c'est Mais déjà combien? Je travaille avec mon téléphone. 11h32. Mais tu m'as battu, là. Non, Mon mais Dieu. voilà.
Bah, Mais je bosse avec. Oui, mais enfin, les journées font 12 heures. Et vous? Je pense que comme bon, Arnaud, il aime bien les pâquerettes et les champignons. Ouais, 3h28 exactement. Oh bah Ouais, ça va. ça va. Oh là là. Moi, Alors, moi je suis comme et ça. vous Hein. Non, moi, c'est 8 heures à peu près. Ah, c'est beaucoup. Et je travaille dessus aussi, mais Moi c'est aussi. vrai que... Donc, en gros, je travaille pas, quoi. Bon, enfin, en tout cas... Ce qui est frappant par rapport au temps que vous passez sur le téléphone et ce qu'a dit Yanis juste avant, Yanis a dit « je ne sais plus ce que c'est que l'ennui ». Exactement. Et ça m'a frappé. Pourquoi? Parce que dans une société où tout doit être rentable, en fait, tout doit servir à quelque chose. Même les moments de développement personnel, ils sont mesurés, ils doivent être utiles, alors que l'ennui, c'est le moment qui ne sert à rien. C'est le seul vrai moment où on peut vraiment se reposer, c'est le moment où la créativité peut apparaître, et c'est important, et on est déshabitué à ça. Il y a une étude fabuleuse qui s'est intéressée à ça, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à des personnes, des femmes et des hommes, de rentrer chez eux, avec leur téléphone, et avec deux éléments de recherche. Un qui était un petit boîtier qui donne des chocs électriques désagréables et de belles photos. Et on leur a dit, passez tous les jours 15 minutes sans rien faire. Première constatation, la majorité des personnes ne peut pas passer 15 minutes sans rien faire. Mais pire que ça, la majorité des hommes préféraient s'envoyer des chocs électriques désagréables que passer 15 minutes sans rien faire. Et donc ça rejoint ce que disait le philosophe Pascal il y a longtemps déjà. Tout le problème des humains vient du fait de ne pas pouvoir rester au repos dans une chambre. Et le problème, c'est qu'avec ce petit appareil, même dans la chambre, on ne peut plus se reposer. Et c'est le grand enjeu aussi de l'éducation de nos enfants, parce que les enfants ne s'ennuient plus. Or, ce sont des moments où on crée, où on se reconnecte aussi avec le monde qui nous entoure. Alors en moyenne, on est quand même plus proche d'Arnaud. On passe 4h30 par jour sur notre smartphone. C'est l'équivalent quand même de 25 ans de notre vie. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est 25 ans. Alors vous, Sarah, bon, 50 ans. 50 ans de votre vie sur votre téléphone. Est-ce qu'à force, on finit pas par passer à côté des vraies choses? Parce qu'on n'est pas longtemps sur Terre quand même, Ilios. Oui. Notre vie est courte et on dit souvent la vie passe trop vite. En réalité, c'est nous qui passons, c'est pas la vie, nous qui passons à côté des choses absorbées qu'on est par ce petit appareil. Et c'est pas seulement le temps, c'est le coût de toutes ces interruptions. On sait, d'après les études, qu'il nous faut un certain temps pour nous désengager de ce qui a pris notre attention. C'est une économie d'attention. On essaie de capturer l'attention pour se réengager sur autre chose. Et donc, tout ce temps-là, c'est un temps où tout à coup, on est distrait et on n'est plus vraiment présent à l'important. Le téléphone, c'est une machine à petite urgence qui nous accapare. Et l'important, c'est quoi? C'est le temps long dont on a besoin, le parfum du temps long dont on a besoin pour passer un moment avec un enfant, un conjoint, Exactement. un ami, avec un morceau de ciel, avec un nuage qui passe. Et vous savez, à côté de la stimulation de l'écran, le mouvement des nuages, c'est pas tellement intéressant. Et pourtant, on en a tellement besoin. Tellement. Du coup, vous me conseillez... Sarah, est-ce que les Français sont accros à leur téléphone? Mais oui, ils sont comme Yanis, ils sont obnubilés. Vous m'avez appris un mot tout à l'heure. Bah oui, obnubilés. je suis très fière de vous. Merci, je l'ai bien dit. Et en fait, cette génération, comme Yanis, elle s'appelle la génération Smombi. C'est une contraction entre zombie et smartphone. Ça désigne ces personnes qui ont la tête, les yeux rivés sur leur écran, et il y en a plein parmi Vous les allez Français garder que j'ai votre rencontrés. Minerve, en fait. Bah, ça me fait du bien, ça m'empêche de regarder mon téléphone. Parfait. Allons voir les Français. Je vous contredis pas. Savez-vous qu'on touche son téléphone en moyenne 2600 fois par jour? Oh là, ça m'angoisse. C'est catastrophique et je sais que c'est probable. Est-ce que vous avez l'impression que notre téléphone nous hypnotise? C'est mon cas, je le regrette. Avec les réseaux sociaux, on scrolle toute la journée. De plus en plus, je me rapproche comme ça et donc on se coupe totalement. Moi, j'entends pas, je vois pas ce qui se passe autour. Tout le monde est sur son téléphone, regardez. On voit ça dans les métros, entre potes, quand on va dans un bar, on se pose sur notre table. Ouais, excuse-moi. Yes. Ouais. Donc voilà. Et là, on a un bon exemple Elle du m'avait coup. dit la même chose. Est-ce que vous savez ce qu'est un snombi? J'imagine qu'il y a un rapport avec le mot zombie. Un snombi, c'est quelqu'un qui marche tête baissée sur son téléphone. Ah bah ça m'arrive. Oui, ok, oui, je vois très bien, je me reconnais. Marine, je vais vous proposer d'aller au passage piéton et on va repérer les snombis, on va les compter. Ah, un snombi. Et un autre snombi là-bas. 2 snombis. La pêche est bonne, hein? La pêche est bonne. 3 snombis, 3. Ils sont partout. Vite, partons avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'on soit snombisés, pardon. Mon Dieu, quelle frousse! Quelle frousse. Le mot frousse, on en parle.
mais bon, on en rigole, mais en France, il y a 60% des Français qui utilisent leur smartphone quand ils traversent la rue. En fait, en Corée du Sud, ils ont trouvé une petite technique. Au passage piéton, ils ont mis des lumières vertes et rouges pour guider en fait ces zombies qui ont les yeux rivés C'est un peu flippant quand même. sur le téléphone. Ilios, pourquoi on est autant aspiré par cet écran-là? Alors on est aspiré par l'écran parce qu'il a été créé pour ça. Il y a toute une économie de l'attention qui étudie comment nous capter et y rester le plus longtemps possible. Il y a plein de mécanismes. Il y en a un qui est la récompense aléatoire. On nous récompense, mais on ne sait jamais quand va arriver la gratification. Et c'est vraiment la même technique qu'une machine à sous. Et les personnes qui ont créé ces systèmes, chez Google par exemple, le disent. C'est comme si on avait une machine à sous dans la poche. Et la seule différence avec le casino, c'est que le casino, au moins, il y a une heure de fermeture. Ouais, c'est ça. Alors que là, c'est 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Ilios. Et puis merci, Yanis, d'être venu témoigner ce matin. Si comme Ilios, c'est comme Yanis, vous, Ilios, à peu près, il connaît à peu près tout. Mais Yanis et moi, par exemple, on cherche des solutions bien-être. Donc, vous pourrez retrouver celle d'Ilios Kotsou et de tous nos experts sur nos réseaux sociaux. 2026, toute la France est occupée par des accros du smartphone. Alors, pas vraiment. Parce qu'il y a une irréductible gauloise, figurez-vous, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est Elena, à 33 ans. Elle n'a jamais eu de smartphone de sa vie. Et croyez-moi, c'est pas prêt de changer. Et Arnaud, vous l'avez contacté, mais alors il faudra m'expliquer comment. Un pigeon voyageur. Ah, c'est ça, bouteille à la mer. Alors, je vais déjà commencer à vous donner des chiffres qui sont effarants. Si on en avait besoin, c'est 9 Français sur 10 qui ont un smartphone. Et le chiffre, il monte même à 96% chez les moins de 40 ans. Donc, c'est énorme. Et elle, on l'adore déjà. Elle a 33 ans et elle a décidé de vivre sans. Et ce qui est top, c'est qu'on va vraiment voir son quotidien pour pouvoir s'en rendre compte. Donc, la vie déconnectée dans un monde où la technologie est omniprésente, est-ce que c'est galère ou est-ce que c'est un peu liberté? C'est un peu des deux. Bonjour. Bienvenue en périphérie d'Orléans. C'est ici, dans ce décor bucolique, qu'Elena vit avec ses 4 colocataires. Alors Elena, première question qui me turlupine. Comment tu fais pour te réveiller sans smartphone? Parce qu'aujourd'hui, on est tous réveillés par ça. Toi, comment tu fais? En fait, j'ai un radio réveil depuis pas mal d'années et c'est assez agréable parce que voilà, je me réveille avec de la musique très douce le matin et ça fait du bien. Au bout de combien de temps après ton réveil, tu consultes ton téléphone? Peut-être c'est au moment de partir au travail, je vérifie qu'il est dans ma poche. C'est pas du tout un réflexe au réveil ou dans ma matinée, mon rituel du matin de regarder mon téléphone. Non, car le matin, Elena se lève en écoutant le chant des oiseaux, boit son café en lisant un magazine, imprime ses billets de train à l'avance pour ses déplacements ou consulte son agenda papier. Et au programme du jour, prendre un café dans le salon de thé d'une amie. Tu la préviens de notre arrivée? Ouais, ça marche. C'est donc ça. Voilà, c'est ça. Alors ça prend plus de temps d'écrire un SMS sur ce genre de téléphone que sur un smartphone? Ça, faut être honnête quand même. C'est encore à touche, donc ça veut dire qu'il faut que je tape à chaque fois 3 fois sur ma touche pour pouvoir écrire un SMS. C'est plus long. Dans mon souvenir, on avait une limite de caractères pour les textos. C'est toujours le cas? Dès qu'un SMS est un peu long, j'ai tendance à le recevoir en plusieurs messages, ce qui peut être un peu compliqué. Donc moi, j'incite aussi les nouvelles personnes que je rencontre à adapter un petit peu leur communication avec moi, éviter les emojis parce que moi, je reçois que des carrés, donc je ne sais jamais ce qu'ils ont voulu me dire par là. Ah elle vient de me répondre, donc on peut se mettre en route. Ok, d'accord. T'oublies pas de prendre ton chargeur avant de partir. Ça dure 1 semaine sans chargement, ce type de téléphone, donc... Ok, bon alors allons-y comme ça. Ça marche. Donc la direction, le salon de thé, comment tu vas faire sans GPS? J'anticipe, je regarde d'abord sur l'ordinateur et puis voilà, j'essaie de me rappeler de tête le chemin quand c'est pas très long ou si c'est des trajets un peu plus longs, du coup je me note les grands axes et je me retrouve comme ça. Tu t'es jamais perdu? Alors ça arrive, il faut aussi accepter de se perdre des fois, mais pour ça, en fait, je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un dans la rue qui peut aider. Ça remet de l'humain partout, en fait. En fait, c'est ça, c'est que comme on ne peut pas dépendre du téléphone qu'on a dans la poche, on est obligé de regarder ce qui se passe autour de nous, de rentrer en contact avec des personnes et du coup, ça crée aussi dans la journée d'autres interactions qui sont assez agréables. Bon, nous, on te suit en voiture et avec le GPS. À tout à l'heure. À toutes. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Quelques minutes plus tard, Elena pousse les portes du salon de thé de son amie Eleia, un lieu où l'on prend le temps de discuter, de bouquiner ou de participer à des ateliers créatifs. Aujourd'hui, c'est atelier collage pour les participantes. Autour de la table, levez la main, celles qui ont un smartphone. C'est quoi? Téléphone portable. Ah oui, bah ouais. Et pas Elena, franchement ça s'applaudit, on est d'accord. Moi je trouve ça franchement.
Niveau social, c'est vrai qu'on perd pas mal de trucs, hein, parce qu'on est tous sur notre truc là. Toutes les opérations bancaires, ils nous demandent un numéro de sécurité qui est sur le smartphone. Ouais. Donc là, j'ai réussi à négocier encore avec ma banque pour avoir sur un SMS classique sur un vieux téléphone. Mais voilà, c'est sûr que c'est plutôt l'administratif où je m'inquiète un peu dans les prochaines années de si c'est possible encore longtemps. Validation bancaire, QR code, billetterie numérique, Elena résiste encore et toujours à l'envahisseur. Est-ce que c'est devenu un acte militant, finalement, de ne pas avoir de smartphone? De plus en plus, en discutant avec des gens, je me rends compte que ça peut être un exemple inspirant. Au début, les gens étaient plutôt surpris. Il y a quelques années, quand je leur disais que j'avais pas de smartphone, ils disaient mais c'est complètement fou. Et maintenant, c'est plutôt ah, je t'envie. Moi, je me rends compte que en fait, je suis un peu addict. J'aimerais bien passer moins de temps sur les écrans. Donc, je me dis malgré moi, en fait, d'une certaine manière, c'est devenu un peu une revendication de dire qu'on pouvait vivre sans, de manière un peu plus, on va dire, déconnectée, calme, dans le lien humain, plutôt que derrière son écran. J'ai quelque chose à te montrer. Ouais. Pas de jugement, hein. Voici mon temps d'écran. J'ai le droit de dire le montant ou... Ah bah si, bien sûr, ouais. Ouais, on est à 14h30 en une journée, hein, c'est ça? Ça veut dire que tu as 10 heures de ta journée où tu n'es pas sur un écran. Et si tu comptes déjà 8 heures de sommeil, il te reste en gros réellement 2 heures sans écran par jour, c'est ça? C'est bien, ok, cool. C'est très spontané, mais... Il y a jugement, hein. Eh oui, il y a pire que Sarah, dis donc, c'est quand même fou. Ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que c'est en train de se renverser parce que pendant des années, Elena, tout le monde la regardait hyper bizarrement. Et en fait, maintenant, son mode de vie, ça commence à susciter pas mal de jalousie. Et il y a autre chose qui est très intéressant aussi, c'est que moi, ma fille qui vient de rentrer au collège, on lui a interdit d'avoir un smartphone au collège. Donc, elle a un petit téléphone à touche qui fait vachement de bruit, où on peut jouer au serpent. Je pense que vous y avez tous joué. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est en train de redevenir à la mode. Et la Gen Z, la nouvelle génération, ils adorent ça. Ils appellent ça les téléphones idiots. Mais ils veulent tous avoir un téléphone à clapper. Et à tel point que les ventes, elles explosent en Europe et aux États-Unis. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, voilà. Et Ilios, pendant le sujet, je crois que vous avez un coup de gueule à passer. Alors, moi, ce que je trouve qui est frappant, c'est la culpabilisation des individus qu'on a par rapport au téléphone. On compare souvent ça à une drogue, mais on n'a pas besoin de drogue pour inscrire ses enfants à la cantine. On n'a pas besoin de drogue pour prendre un rendez-vous sur Doctolib. On n'a pas besoin de drogue comme les petits QR codes dont on a besoin pour rentrer dans un bâtiment public. Le téléphone portable, on l'a rendu complètement nécessaire pour tout. Et puis on dit aux personnes, mais arrêtez d'être accro. Il y a un petit problème, là, on culpabilise les personnes. Et si on reprend cette idée-là, imaginez quelqu'un qui passe sa journée au lit, parce qu'il ne va pas bien. On ne va pas lui dire, tu es addict à ton lit, guéris-toi de ton addiction. Non, on va se dire, qu'est-ce qu'il va faire pour que la personne puisse trouver l'envie de trouver des stimulations, du lien, du sens en dehors. Et cette question-là, du sens qu'on peut trouver en dehors des écrans, c'est une question à laquelle on ne peut répondre que socialement et en groupe. Ce n'est pas une question individuelle. Et il y a un énorme problème aussi pour les personnes plus âgées, qui sont un peu dépassées quand même, parce que ça va très très vite. Et aujourd'hui, moi je vois même très très proche de moi, ne serait-ce que pour faire un virement, en fait, on a besoin de l'appli de sa banque. Ouais. Donc c'est quand même très très compliqué pour les personnes plus âgées. Je vois des personnes qui acquiescent dans le public. Ilios... Donc Elena ne devrait pas être une héroïne, elle l'est. Oui. Ça devrait être la société qui permette à tout le monde de vivre... avec des vrais liens. Exactement. Et pas spécialement sur des écrans dématérialisés. Vous savez que Stan Gusman est en colère aussi. Il a une question terrible à vous poser. J'espère que vous saurez le calmer. J'ai très peur, moi aussi. C'est énorme. Qu'est-ce qui vous agace aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ça, typiquement ce que je viens de faire. Voilà, ce que je viens de faire, c'est typique 2026. Vraiment, on fait tout ça aujourd'hui. On est tous devenus des sales gosses mal polis à cause de notre smartphone. Regardez, à cause de lui. J'ai donc voulu comprendre comment notre smartphone a ruiné en quelques années toute l'éducation de nos parents. Et sachez que ces nouvelles formes d'incivilité numérique portent un nom. On appelle ça le phubbing. Phubbing, c'est la contraction de snobbing et phoning. En gros, on snobe les autres sans vergogne, matin, midi et soir, encore une fois à cause de lui. Chez le commerçant, par exemple, on passe sa commande en poursuivant sa discussion téléphonique. C'est imblairable. Au taf, votre collègue hoche la tête en réunion en likant la photo du chien de sa voisine. Vous interrompez même la confession d'un ami qui vous parle de sa séparation douloureuse pour rire à une story de chat lolilol. Voilà ce qu'il reste de nos relations sociales. Rendez-vous compte, nos discussions humaines sont devenues moins intéressantes qu'une notification. Et le pire, c'est qu'on en a conscience. 90% des Français reconnaissent manquer de respect aux autres à cause du smartphone, mais continuent de le faire sans complexe. En fait, avant, couper quelqu'un, c'était mal poli. Aujourd'hui, répondre à un message pendant qu'on vous parle, c'est devenu
normal. Ce qu'on tolère avec un téléphone, on ne le supporterait pas ailleurs. Imaginez par exemple une discussion avec un proche et pendant ce temps-là, vous regardez vos pieds, vous parlez à un ami imaginaire ou vous sortez un jeu de cartes pour faire un solitaire. Ce qu'on fait avec le téléphone, pire, vous le coupez pour lui dire « Attends, je t'arrête, il y a Jean-Michel qui vient de m'envoyer une pensée ». Ce serait inenvisageable, mais on l'accepte avec le portable. Alors Ilios, excusez ma colère, je suis colère, mais pourquoi ce genre d'incivilité, ça a le don de me rendre fou et pourquoi je le prends comme un manque de respect total? Alors Stan, c'est normal. Parce que vous êtes un animal social, comme nous toutes et nous tous. Et donc, en tant qu'animaux sociaux, les liens sociaux ont toujours été essentiels. On a ce même système et vous prenez à raison ceci pour du rejet. Et on sait que les zones qui sont impliquées dans le rejet social sont très très proches de celles qui sont impliquées dans la douleur physique. Et donc, c'est une vraie douleur que de se sentir rejeté par une autre personne. Et vous l'avez très bien expliqué, le problème, c'est une question de normes, en fait. Aujourd'hui, on a des personnes dans une entreprise, un responsable, qui va accueillir quelqu'un, qui va être dans une réunion avec la personne et qui va être sur son ordinateur en même temps. C'est complètement fou, les normes ont changé. Et pire que ça, c'est contagieux. On est ensemble, on parle, quelqu'un va prendre son téléphone et faire ce phubbing, et directement, ça va ouvrir le fait que d'autres le fassent. Et pour finir, plus personne n'est vraiment présente. Et sans présence, il n'y a pas de vie. Oh, c'est beau, on peut l'applaudir. Quel philosophe. Ça va mieux? Ça va mieux, je me sens. Il vous a calmé? Vraiment, je ne suis pas susceptible, je suis normal. Bravo, Ilios, franchement, vous avez réussi à le calmer. Alors, c'est vrai qu'à force de scroller, on a le cerveau dans le brouillard. Pour nous libérer de cette tentation numérique qui, quand même, nous abrutit, il faut le dire. Regardez, Sarah. J'allais dire qu'on accueillait Sylvie Chocron, mais on m'a mis le jingle avant, hein, quand même. Il faut l'applaudir quand même. Merci, Sylvie. Alors, si vous êtes là, c'est pour nous alerter, parce qu'à force de scroller en continu, on s'épuise. Et cette fatigue qui est liée à l'utilisation compulsive du smartphone, elle porte un nom. Ça s'appelle le brain rot, qu'on pourrait traduire par pourrissement cérébral. Et vous êtes sûr, scientifiquement, que le cerveau ramollit à cause du smartphone? Alors, c'est pas vraiment qu'on va perdre nos capacités ou que notre cerveau va s'abîmer. Quand on parle de pourrissement cérébral, donc de brain rot, ou bien parfois vous entendez parler de popcorn brain, c'est l'idée que votre cerveau, finalement, n'arrive plus à être focalisé sur une tâche, qu'en plus vous déléguez toutes vos tâches à votre téléphone. Donc, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, on peut continuer à se déplacer sans utiliser son GPS. On peut continuer à chercher le nom d'un acteur sans aller vérifier sur son téléphone. Le problème, quand on emploie ces termes-là, comme pourrissement cérébral, c'est qu'on veut alerter les gens sur le fait que si ils sous-utilisent leurs capacités, s'ils les délèguent en permanence à leur téléphone, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne pourront plus utiliser leurs capacités, même si elles sont là. Alors, il y a une étude, ceci dit, qui est assez rassurante, qui vient de sortir, et qui montre que si on propose une abstinence, si on essaye de vous sevrer de vos téléphones et qu'on vous pousse à utiliser à nouveau vos capacités, dans les 10 jours qui suivent, vous allez pouvoir restaurer vos capacités. Alors, attention, c'est quand même à prendre avec précaution parce que l'étude a été faite chez des adultes qui n'étaient pas natifs des smartphones et qui donc avaient déjà utilisé leurs capacités pendant des années avant l'arrivée du téléphone. La question se pose quand même pour ces jeunes qui sont nés avec les smartphones et qui ne savent même pas comment on faisait avant les smartphones pour se repérer, pour se déplacer, pour retrouver des informations, etc. Et oui, moi je me suis dit, mais attends, comment on faisait avant en voiture et je me dis, ah oui, moi je me souviens, à Paris, je repérais le panneau Concorde et puis on avait les plans. Bien sûr. Et ça puis nous obligeait. On préparait, on regardait le chemin. Je vois mon père aussi, quand on partait sur la route des vacances, avec les énormes plans qu'on n'arrivait jamais à replier. Des QR codes partout. Faut tout voilà, et maintenant c'est vrai que c'est ultra facile. Et donc oui, il faut absolument conseiller à tout le monde d'avoir des moments, alors non seulement sans téléphone pour pouvoir s'ennuyer, comme on l'a dit avant, mais aussi sans téléphone pour pouvoir continuer à opérer intellectuellement, puisque vous savez qu'on répète toujours que le cerveau est le seul organe qui s'use si on ne s'en sert pas. Voilà, donc ça c'est très important. En revanche, la myopie, ça se récupère pas. Et j'ai vu qu'il va y avoir une épidémie de myopie si on continue comme ça. Elle a commencé. Voilà, la moitié de la population sera myope d'ici 2050 si on continue à être sur nos smartphones. Et je me souviens, il y a 10 ans, avoir parlé de ça chez les Japonais.
Exactement. Et on disait, oh là là, c'est incroyable. Et maintenant, on y est. En fait, la première étude a été faite en Asie, où ils ont constaté qu'il y avait une épidémie de myopie chez les enfants. Et alors, pourquoi est-ce que utiliser notre téléphone nous rend myope? Alors, il y a plusieurs explications. D'une part, parce que quand vous regardez votre téléphone, c'est souvent dans un environnement fermé, dans une pièce, alors que l'environnement, donc l'air dans les pièces fermées, assèche notre œil. Et pour éviter la myopie, il faut le contact avec l'air extérieur. Et puis par ailleurs, quand on est à l'extérieur, on va regarder au loin. Quand on fait des activités en plein air, même les enfants, lorsqu'ils jouent dehors, ils vont regarder au loin. Et le fait d'aller regarder au loin protège de la myopie. Et donc, du coup, il y a une technique qu'on propose, qui est la technique des 20-20-20. Donc, toutes les 20 minutes, il faut penser à lever la tête de son téléphone et pendant 20 secondes, il faut essayer de regarder à 20 pieds. Et donc, 20 pieds, pour que vous ayez une idée, c'est à peu près 6 mètres. Donc, il faut, par exemple, ouvrir sa fenêtre et regarder un petit peu plus loin. Et si on fait ça pendant 20 secondes, toutes les 20 minutes, ça va protéger nos yeux de la myopie. Ouais, et c'est vrai que quand on marche, c'est bien de scanner un peu le chemin, se dire, bon, OK, il n'y a pas d'obstacle, et d'essayer de regarder vraiment loin devant. Exactement. Et ne pas marcher avec son téléphone, quelle bonne idée. comme on l'a vu. On reverra les beaux frontons des maisons, on reverra les oiseaux, le ciel, les autres. Voilà, exactement, les fameux nuages. Il y a un grand mensonge qu'on se raconte tous le soir, c'est beau, allez, je regarde juste une petite vidéo. Moi, c'est les vidéos de chats ou de recettes, donc j'ai 91 ans. Et on se dit ça, puis en fait, ça marche pas du tout parce que on est dessus au bout de 3 heures quand même. C'est pas notre pote Gillian qui va nous dire le contraire. Je regarde une petite vidéo de 5 minutes et puis après, je fais dodo. 5 des prénoms les moins latinos. En numéro 5, on trouve Alain. Du coup, je suis éclaté ce matin parce que j'ai scrollé jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc ce soir, c'est dodo, 22h grand max. Ah, je referai pas la même connerie, tu vois. Je suis pas con non plus. 5 des objets les moins utiles pendant une raclette. En numéro 5, un télescope. Est-ce que le smartphone est le pire ennemi de notre sommeil, Ilios? Alors en tout cas, c'est un ennemi pour 2 grandes raisons. Une, c'est la lumière bleue, ce qui va faire que ça va dérégler complètement notre système. Normalement, il y a une heure à laquelle on va dormir. La lumière va jouer un rôle. Et là, tout à coup, la lumière bleue, notre système ne sait plus si on est le jour ou la nuit. Et donc, ça perturbe nos rythmes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la perturbation des notifications. Ce qui va faire que on est construit avec le même système qu'il y a très très longtemps, un système d'alerte qui nous permet de nous protéger des dangers. Et chaque fois qu'il y a une notification, un élément qui va apparaître, c'est comme si tout à coup dans la jungle on disait tiens, fais attention. Et donc on est constamment en alerte et on n'a pas un bon sommeil, on ne dort pas bien. Quand c'est une alerte sur le prix de l'essence qui nous met vraiment la boule au ventre, après pour s'endormir, il faut y aller quand même. Merci beaucoup Ilios pour votre éclairage, toujours si poétique. On vous laisse à vos patients bruxellois. Merci beaucoup. On l'a dit tout au long de cette émission, pour être heureux, pour être moins stressé, il faut décrocher. Pour l'occasion, Arnaud nous révèle son côté geek. Eh ouais. Décoincer mon micro qui était coincé dans la chaise. Donc oui, vous avez beaucoup de problèmes, j'ai l'impression, surtout quand on est en direct. Énormément. Alors, on va voir qu'il y a des choses qui permettent de paramétrer son téléphone pour justement essayer de réduire au maximum ce temps d'écran. Et vous allez me dire, Sylvie, si ça marche ou si... Ça marche pas. C'est beau le direct pour ça aussi. Beau. Hein. Alors, le premier truc que j'ai fait, franchement, je l'ai expérimenté pour l'émission, c'est de passer mon téléphone en noir et blanc. Alors ça, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Alors, ça marche. Alors évidemment, je ne peux pas me prononcer pour toutes les personnes qui essaieraient, hein, mais de manière générale, ça va marcher. Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que notre attention, elle est préférentiellement captée vers ce qui est lumineux, vers ce qui est coloré. Et donc, dès que vous allez passer votre téléphone en noir et blanc, toutes les notifications qui vont apparaître, elles vont beaucoup moins orienter votre regard et votre attention. Et donc, potentiellement, ça pourrait vous un petit peu réduire la tendance que vous avez à aller réagir à votre téléphone. Mais c'est pas non plus complètement efficace parce qu'on a montré que le téléphone, même posé à l'envers, c'est-à-dire même si vous regardez la coque sur la table, il attire tous vos regards, quoi que vous fassiez. Donc ça marche, mais c'est pas non plus une solution miracle. Alors je sais pas si c'est le cas du public, mais souvent, notre premier écran de vision du téléphone, c'est blindé d'applications. Il y en a partout et on s'y perd. Je pense qu'on n'en utilise pas la moitié. Alors souvent, pour économiser justement tout ça, on enlève les applications qui sont sur la page de garde et on garde que celles du bas. C'est ce qu'on appelle le dock. Est-ce que ça évite la tentation d'aller sur plein d'applis? Alors, même chose, ça va réduire, ça marche.
ça va réduire un petit peu la tentation, tout simplement parce que le cerveau est un petit peu flemmard. Et donc, on ne va pas se mentir, s'il faut aller chercher et donc tourner comme ça, passer sur votre téléphone pendant 3 ou 4 pages pour aller chercher une application, vous irez moins la chercher. Donc, on dit qu'au fur et à mesure où vous allez augmenter la difficulté à utiliser votre téléphone, c'est un peu la même chose comme si vous le mettiez très loin. Vous voyez, si vous décidez de laisser le téléphone dans l'entrée pendant que vous êtes dans votre salon, vous n'irez pas regarder aussi souvent que s'il est à côté de vous. Donc, éloigner les applications ou éloigner son téléphone, ça va marcher dans une certaine mesure. Et alors la dernière, très récente, moi j'ai un grand ado de 14 ans, j'ai dû mettre du temps d'écran parce que sinon on n'y arrive pas. Donc je reçois des notifications dès qu'il dépasse son temps d'écran. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne me l'appliquerais pas à moi sur Facebook, Instagram ou X? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Alors pareil, ça va marcher parce que, il ne faut pas l'oublier, ces téléphones, ils ont été fabriqués véritablement pour qu'on n'ait pas la notion du temps qu'on passe dessus. Donc, il ne faut pas se fâcher avec ses enfants ou ses adolescents en leur disant « Je t'avais demandé de passer une demi-heure, ça fait 1h30 que tu es sur ton téléphone », parce que typiquement, il ne peut pas avoir conscience du temps qu'il passe. Donc, se mettre une notification sur le temps, c'est utile. Mais par contre, comme je suis neuropsychologue, je vous rappelle que vous avez à l'avant de votre tête un lobe frontal et que normalement, c'est lui qui est censé contrôler votre comportement. Et donc, ça peut vous aider à prendre conscience du temps passé parce que vous n'en avez pas conscience sinon. Et c'est la première étape, cette étape un peu métacognitive. Je prends conscience de ce que je fais avec mon téléphone. Mais le mieux, ce serait quand même d'utiliser nos propres capacités pour pouvoir se contrôler. Mais ça peut être un passage vers l'utilisation de son propre lobe frontal. Merci beaucoup Arnaud, merci Sylvie. Il y a un domaine où le téléphone, c'est une menace majeure. Il n'y a pas la musique. C'est le couple. Le couple. Un couple sur 3 se dispute à cause du smartphone. 70% des Français trouvent que leur chéri passe trop de temps sur son écran. 12% des amoureux ont déjà, écoutez bien, interrompu un câlin pour regarder un message. Ça, par contre, là, ça, je ne l'ai pas, je ne peux pas. Ça m'échappe totalement. Donc, pour éviter que le portable se transforme en tue l'amour, on accueille notre thérapeute de couple, Cécilia Como. Cécilia, la rescousse, Cécilia. Je pense même que vous sous-estimez presque mais les non, dommages que peut faire le téléphone au couple. Je sais, je ne vous le dirai pas pour mais là, pas l'image mentale, plomber. mais ça veut dire que c'est pas un bon moment. Alors comme si on interrompt un câlin pour regarder une notification sur la guerre. En tous les cas, c'est l'impression que ça donnera. Oui. Mon Dieu. Alors, je sors ma petite boîte de Pandore, Cécilia, voilà. Dans cette boîte, j'ai 3 cas de figure où le téléphone est une menace pour le couple, ok? Attendez, je m'organise. Donc, vous me donnez une solution à chaque fois pour qu'on évite le divorce, tout simplement. Première situation, mon partenaire se barricade pendant des heures aux toilettes avec son téléphone. Que faire? Alors, les toilettes... Alice, écoutez bien. Les toilettes, c'est vraiment le sanctuaire par excellence. C'est quasiment un ersatz de cabine téléphonique. Et ça va beaucoup agacer. Alors, parce que quand quelqu'un s'enferme avec son téléphone dans les toilettes, on ne se dit pas « Oh, il se détend ». Non, on se dit, qu'est-ce qui me cache? Ouais. C'est quand même la première chose qui nous vient à l'esprit. Maintenant, en fait, il est en train de jouer à Candy Crush, Yanis. Après, si on peut être avocat d'Yanis, il est de Marseille. Il a dit que peut-être vous regardez un match aux toilettes. Allez, ça y est, c'est parti. Oui, mais alors, justement, il y a aussi ce qu'on fait et ce qu'on laisse l'autre imaginer. Quand on est enfermé, on peut s'imaginer beaucoup de choses. À mon avis, et soyons honnêtes, le problème n'est pas tant la pièce, sauf si vous avez un seul toilette et que vous ne pouvez jamais y accéder. En vérité, le problème, c'est le retrait. C'est le signal que l'autre a besoin de disparaître et que moi, je ne suis pas dans la confidence. Alors moi, je pense, en termes de conseils, que la meilleure chose à faire, c'est de nommer ce que ça nous fait à nous.
c'est de dire, quand tu t'enfermes aux toilettes avec... Ça m'angoisse. Non, je me sens mise à distance et ça me donne le sentiment qu'il y a des choses que je ne dois pas savoir, mais potentiellement peut-être des choses importantes ou graves. Alors, c'est pas une accusation, c'est l'expression de son ressenti. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas contredire un ressenti. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que très souvent, la personne aux toilettes n'a absolument pas conscience de ce que son comportement Ça marche d'ailleurs dans toutes les situations. Suggérer, oui. Alors, il est 10h37, donc on ne peut plus en faire qu'une, malheureusement. Mon partenaire ouvre à peine les yeux qu'il est collé à son téléphone. Ça énerve. Oui, alors, ce qui est difficile... Plutôt que de coller ses yeux sur moi. Oui, oui. Et c'est le symbole, justement... Pourtant, ça vaut le coup. C'est le symbole qui est très difficile. Le réveil, c'est quand même le moment où on entre dans la journée. Donc, si le premier geste de mon amoureux, de mon amoureuse, avant de me regarder, avant le bonjour, avant le premier contact, c'est de se tourner vers son écran... Ça va pas. La solution, rapidement, parce qu'on a 20 secondes. Eh bien, je pense que c'est de pouvoir dire l'attention que nous méritons l'un et l'autre mérite d'être le premier geste de notre journée. Voilà, il faut le dire, en fait. Il faut l'exprimer. Je suis désolée, je vous ai un peu speedé, là, Cécilia, mais je vois qu'il est 10h38 et je dois vous quitter. Merci à tout le monde. Demain, bel et bien, avec Ali Réveilli, toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée sur France 2.